Cette vidéo va être monstrueuse, voire monstrueusement longue. Je vais donc vous la proposer en plusieurs parties, car pour m'accompagner, il y aura de nombreux invités qui, comme moi, vont vous parler d'un tome qu'ils qualifieront de légendaire ou de chef-d'œuvre. Voilà, je vous préviens d'avance que le spoil est toléré dans cette vidéo. En vrai, hors contexte, ça ne devrait pas altérer votre plaisir de lecture. Puis entre nous, il y a des titres au bout d'un moment, bon, il y a prescription quoi. Au pire, je censurerai les invités qui vont trop loin dans le spoil. Et vous pensez bien que je me permettrai quelques réactions et surtout que je me ferai plaisir en me réservant le droit de vous présenter quelques tomes qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien le délire de la vidéo. Pour vous donner un exemple, beaucoup qualifient le tome 13 de Berserk comme un tome légendaire à cause des événements qui s'y produisent ainsi que de la manière dont ceux-ci sont mis en scène et de l'impact que cela a dans le récit pour nos personnages principaux. Bon, moi je pense quand même que le 12 il met quand même terriblement bien les choses en place, mais c'est vrai que bon, c'est l'apothéose ce tome 13. Pour aller plus loin dans l'exemple, par le passé, dans mon cas personnel, il y a eu des tomes qui par leur aspect inédit avaient tout de légendaire. Tout d'abord, il y a eu mon premier manga en version originale, celui-ci je m'en souviendrai toute ma vie, le tome qui ouvre l'arc de Boo avec Gohan étudiant et l'apparition de Goten et Petit Trunks. Ça correspond au tome 29 de la Perfect Edition de Glénat, c'est le tome de la série qu'au final j'ai le plus relu, et bien qu'ils étaient en japonais, j'avais l'impression de tout comprendre, voilà. Et j'avoue, je plaide coupable, j'ai même osé l'impensable en coloriant ponctuellement mes deux tomes. Après, j'avais quoi? J'avais 11 ans, donc on peut me pardonner. Cette partie du manga, là, avec tout ce beau petit monde, nous était encore inédite. Pour dire, au Club Dorothée, nous en étions encore à l'arc des cyborgs. Voilà, je ne sais pas si vous vous imaginez la dinguerie que ça représentait pour un jeune garçon comme moi à l'époque. Il y a eu bien évidemment ce premier manga qui garde souvent une résonance extraordinaire en nous, mais mon premier manga en version française est tout aussi mémorable, d'autant plus qu'à l'époque, il ne faisait pas partie de cette production de manga ayant déjà été diffusé en animé chez nous. On était dans de l'inédit. Et c'est avec ce premier tome, donc là c'est la version deluxe, hein, mais vous comprenez, de Video Girl Eye, édité en français par Tonkam, que je découvre la romance pour garçons dans le manga. Voilà, saupoudré de SF, mais aussi d'un peu d'érotisme, qui touche à mon cœur de lecteur prépubère du haut de mes 12 printemps. Voilà, je suis grisé par cet aspect feuilleton que me proposait les lectures de ce tome, sans parler de l'énorme cliffhanger en fin de tome. Croyez-moi, l'attente pour la parution du tome 2 était un vrai calvaire. On va dire que j'avais pas la même notion du temps à cet âge-là, c'est vrai. Mais bon, pas le choix, je lisais et je relisais ce premier tome, tout en m'émerveillant du rendu des petites culottes de Masakazu Katsura. L'autre dinguerie, c'était de redécouvrir City Hunter avec l'édition que j'ai lue. Déjà, les différences avec l'anime Nicky Larson étaient légion, puis vient cet arc Angel Dust, inédit dans l'anime qui fera suite à la venue de Mike Angel, ami et alter ego américain de Ryo, sauf que dans l'anime, il manque le plus important. Déjà qu'en manga, le dessin devient incroyablement beau, mais en plus, la relation entre Kaori et Ryo continue de s'affirmer grâce à Mike. Et pour finir, dans ce tome 29 de l'édition Deluxe, on a le droit à une révélation inédite sur le père de Ryo Saeba. Un plot twist qui renverra directement au prochain tome pour connaître le background si mystérieux de l'enfant soldat qu'était Ryo Saeba et de son père qui... Bon, cette fois-ci, je vais éviter de vous en dire plus, puisque bon nombre d'entre vous sont en train de découvrir la licence avec la réédition de Panini. Puis en plus, Angel Dust, c'est l'arc qui est adapté dans le prochain film d'animation de City Hunter. Et j'ai presque envie de dire, vaut mieux tard que jamais. Avec les éditions que j'ai lues, on a aussi le droit à la suite directe d'un animé qui a bercé mon enfance. Je parle de Captain Tsubasa ou Olive et Tom. Je pourrais même vous parler du passage inédit où Tsubasa fait usage de la violence en foudroyant d'une reprise de volée la sombre merde qui lui fait face avant qu'il déclare sa flamme à celle qui deviendra sa femme. Mais dans la série World Youth, qui soit dit en passant, bon, j'ai pas trouvé ouf, si ce n'est lors de l'apparition des équipes d'Amérique latine, telles que l'Argentine et le Brésil,
avec bien évidemment le retour de Roberto Cedinho. Voilà, cette licence devenait carrément gold tier avec l'apparition dans le tome 17 de Santana, le cyborg brésilien, et dans le tome suivant de Naturelsa, le génie de la forêt amazonienne. Mais quelle dinguerie ces matchs qui amorceront des confrontations à venir avec les séries suivantes que sont Road to 2002 et Rising Sun dans des matchs Barça versus Real. Et pour finir, j'ai aussi le souvenir que j'attendais avec impatience que le manga Saint Seiya, édité chez Kana, achève l'arc de Poséido. Et ce pour une raison bien précise, découvrir l'arc inédit de Hades, arc à l'époque certes tout aussi inédit en animé, mais dont je connaissais l'existence puisque la personne qui à l'époque m'a fait découvrir la librairie Tonkam lisait, enfin feuilletait devant moi un de ces tomes qui proposait la suite directe de Saint Seiya. À défaut de me souvenir du tome dans sa première édition, c'est au tome 16 de l'édition Perfect de Kana où l'on assiste à la renaissance du chevalier Doko. Je n'en croyais tout simplement pas mes yeux. Ce tome-là nous montrait la vraie forme du maître de Shiryu dans son armure de la balance, ce qui allait clairement au-delà de mes espérances. Après, je vous parle même pas du tome 17 de la Perfect Edition qui met en scène le combat de Shaka contre 3 chevaliers d'or, un combat légendaire. En vrai, il apparaît évident que tous les tomes que je viens de vous citer étaient surtout des tomes marqués par la nostalgie de l'inédit. A l'origine, j'ai proposé à Authentique qu'on fasse une vidéo ensemble en présentant chacun notre tour 5 tomes que l'on qualifie d'exceptionnels. Puis j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, on va dire la folie des grandeurs, car en fin de compte, c'est pas moins de 20 invités, si tout va bien, qui devraient intervenir dans cette vidéo pour nous conter l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour nous conter l'amour qu'ils portent à un tome en particulier, et ce pour une raison bien précise qu'ils vont prendre le soin de nous présenter tour à tour. Voilà. Mais avant ça, je me permets d'ouvrir le bal avec le tome qui a entre autres inspiré cette vidéo. Je parle du tome 7 de Touch, qui représente absolument tout ce que j'aime dans les œuvres de Mitsuru Adachi. Je ne vais pas m'attarder sur la mise en case de ses planches, ni sur sa narration, qui font tout le charme de ses mises en scène et de l'ambiance de ses séries. Un Mitsuru Adachi que l'on cantonne volontiers en référence ultime du manga de romance sportive, mais c'est bien plus que ça pour moi. Ce tome 7 met en évidence, si besoin était, le talent du mangaka, où il met, comme à son habitude, l'accent sur l'humour et les sentiments amoureux de nos personnages, mais toujours avec dérision et pudeur. Pourtant, ce qui rend ce tome unique pour moi, c'est qu'à chacune de mes lectures, il fait mouche. Mine de rien, je l'ai lu et relu ce tome 7 un nombre incalculable de fois, je ne m'en rappelle pas. Rien qu'à la lecture de ce tome, c'était comme si je me relisais les 36 que compte la série. Combien de fois je me suis projeté dans la peau de Tachan. C'est d'ailleurs une des forces du mangaka, celle de nous immerger dans son récit, car celui-ci nous est forcément familier par la nostalgie qui en découle, la nostalgie d'enfant, la nostalgie de nos vacances d'été et de nos amours d'enfance, ainsi que d'une époque révolue. À chacune de mes relectures, je perçois le génie de Mitsuru Adachi qui, de chapitre en chapitre, m'invite à revivre les joies et les peines de ses personnages, et ce toujours tout en pudeur. Souvent on me demande quelle série commencer pour découvrir Mitsuru Adachi, et pour encourager les plus curieux à découvrir ses œuvres, je citais régulièrement Ruff, car c'est une série en à peine 12 tomes, ce qui déjà effraie moins les potentiels nouveaux lecteurs. Aujourd'hui, je recommanderais le manga Katsu, car il est plus accessible et que vous pouvez suivre avec la parution de sa réédition. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi le plus léger, le moins dramatique. Voilà. Après, si vous ne deviez lire qu'une série du maître, ça doit être le manga Touch. Au moins jusqu'à son tome 7. Voilà. Et pour les plus curieux, à défaut de pouvoir vous procurer la série dans le commerce, elle est disponible en numérique. Comme je vous le disais un peu plus tôt, à l'origine, je devais faire cette vidéo exclusivement avec Authentique. Donc je lui laisse la primeur sur les autres invités pour nous présenter le tome de l'évidence. Yo, salut à vous, salutations Manga Badass. Il y a quelques temps, tu m'as demandé quel était mon tome légendaire ou quels étaient mes tomes légendaires, et le sujet est plutôt sympa. Il y a de quoi en faire une vidéo personnelle complètement. Et puis j'ai réfléchi, et il y avait plusieurs titres. Et puis il y a quelque chose qui s'est imposé.
Le tome, il est là. De toute façon, c'était quasiment une évidence. Mais j'aurais très bien pu choisir un tome de Dragon Ball. J'aurais très bien pu choisir un tome de Gum. J'ai des scènes, le Motorball, pourquoi pas. Il y a des choses qui sont cultes, légendaires. Mais il y en a plein. Il y en a plein, c'est clair. Ça n'a pas été facile. Mais vous pouvez être sûr que pour quelqu'un comme moi, un tome de manga légendaire, forcément, il appartient au passé. Enfin, à mon passé, en tout cas, en tant que lecteur de manga. Donc, c'est un manga qui est sorti dans les années 90. C'est un manga culte et c'est un manga qui, pour le coup, oui, a fait beaucoup parler de lui et a beaucoup vendu au point même de se confronter directement dans les classements avec Dragon Ball. Je parle, bien sûr, de Slam Dunk. Slam Dunk 31 tomes, c'est le tome 31. On va en parler. C'est la seule édition à ce jour. On attend une perfecte et... Quoi? Il y a une autre édition de Slam Dunk? Bon bref, 31 tomes. Pourquoi j'ai choisi ce volume-là? Parce que déjà, Slam Dunk, c'est ma série coup de cœur. Ça, c'est un truc de fou. J'ai adoré lire cette série. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, si elle est là. Les 31 tomes sont là. Je les ai lus, je les ai relus. Je les ai relus derrière. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu les lire, mais je pense que c'est un manga que j'ai dû lire entre 20 et 30 fois, hein, en vérité, pour être honnête. Et celui-ci, il se faisait attendre. Comment allait se terminer ce tournoi? Comment ça allait finir, Slam Dunk? Et plus les tomes avançaient, et plus on avançait vers le tome 31. Il y avait une pointe de regret, hein, même au tome 25, 26, 27, 28, on savait que ça allait finir et moi ça n'allait pas, j'avais pas envie en fait. Je pourrais être à lire actuellement le tome 150 de Slam Dunk, que ça me dérangerait pas du tout. Et pourquoi ce tome-là? Et bien parce que ce tome-là, d'abord parce que je le trouve fantastique, parce que c'est un manga de sport, parce que ça va amener des sensations et une intensité, une maîtrise des intensités et des émotions que le sport permet d'avoir dans la vie réelle, dans le manga aussi. Je trouve que ça marche bien. En plus, un sport collectif, je trouve que les sports collectifs, ils apportent encore plus au niveau sentiments et sensations et émotions que les sports individuels. Donc ça, oui, ça marchait sur énormément de plans et Takehiko Inoue maîtrise son dessin. À partir du premier tome jusqu'au dernier, on fait du level up sans arrêt. Celui-ci, il est exceptionnel. Et il est exceptionnel pour une autre raison, parce qu'il représente pour moi ce que le manga fantasme d'être. À savoir, quasiment l'intégralité du tome sans texte. C'est rythmé, c'est intense, c'est exquis. C'est exquis, chaque case, chaque bulle, chaque moment, chaque événement, chaque mise en scène, chaque moment du match vous raconte quelque chose sans texte. Et c'est même paradoxal, les quelques petites bulles de texte qu'il y a vous permettent de respirer. Tellement vous êtes pris comme ça à la gorge, vous ne respirez plus dans ce manga, vous tournez les pages, et vous arrivez à la fin avant même de vous en rendre compte, et c'est triste. Ça, il faut le dire, c'est triste. Bon, il y a une double page hallucinante. Est-ce que je vous la montre? Allez, un petit peu de spoil, je vous la montre. Voilà, celui-ci là, voilà, celui-ci il résume en fait les 30 tomes d'avant. C'est mon manga légendaire. Et ça, c'est ce tome-là, je le trouve légendaire parmi tous les mangas que j'ai pu lire. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais il marque, il est marquant. Et c'est un énorme oui. Allez, salut! Non mais, cet exercice était fait pour lui. Tout est dit, c'est clair, limpide, j'ai rien à ajouter, j'admire ce mec, il ne fait que progresser en tant que youtubeur. Et puis maintenant qu'il en parle, j'ai trop envie de refourguer ma Star Edition customisée à mon fils en attendant cette putain de Perfect Edition que nous aurions dû avoir depuis au moins 10 ans. Voilà, c'est un vrai mystère cette histoire. En tout cas, on l'attend le pied ferme ici, on attend le pied ferme, voilà. Sinon, juste une petite précision, ce match dont parle Authentique commence depuis le tome 16 de la Star Edition pour se finir avec le dernier tome, donc le tome 20. Et c'est d'ailleurs ce match qui est adapté en film qui sort très prochainement au cinéma. Oh là là là, comment j'ai hâte! Bon, après une si bonne mise en bouche de Authentique, je me sens obligé de remettre une pièce dans la machine avec une licence que je place sur le podium des shonen sportifs à côté de Slam Dunk. Il s'agit du manga Hikaru no Go et de son tome 12 de l'édition Deluxe. Ce tome cristallise tout ce que j'aime dans cette série. Il correspond au retour du pseudonyme de Sai sur internet, reprenant un événement déjà initié au tome 4 de la version Deluxe. Je vous explique, Sai était un prodige du Go ayant vécu durant la période du Heian au Japon. Après sa mort, il s'est retrouvé à hanter le Goban du grand-père d'Hikaru. C'est en touchant la marque de sang séché qu'étrangement seul Hikaru pouvait voir sur le Goban que Sai est entré en contact avec l'esprit d'Hikaru. À la recherche du coup divin qui le rapprocherait de la main de Dieu,
il entraîne Hikaru à se servir de son corps pour continuer de jouer au Go. C'est ainsi que dans le tome 4 de l'édition Deluxe, Sai se fait une réputation de malade à l'international en battant sans distinction joueurs amateurs et joueurs professionnels à travers le monde sur le net. Pour contextualiser, lors des vacances scolaires, Hikaru squatte une connexion internet dans un salon de thé, afin de faire plaisir à Sai pour qu'il puisse jouer au Go avec tout l'anonymat que leur procure internet, tout en se permettant d'utiliser le pseudo de Sai. Les mecs, ils ont tellement tryhard que très vite, Sai est devenu une légende vivante dans la communauté du Go, bien que celle-ci sera éphémère puisqu'il disparaîtra du jour au lendemain à la fin des vacances scolaires d'Hikaru. Et donc, dans ce tome 12, c'est le retour de Sai, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Déjà que le retour de l'énigmatique Sai était un événement de quoi rameuter tous les joueurs de Go professionnels qui jouent sur internet, mais en plus, il joue contre le Meijin, le titre le plus respecté au Japon, qui n'est autre que le père d'Akira. D'ailleurs, tout au long de la série, Akira pourchasse Sai à travers Hikaru. Il va même s'interroger depuis les événements du tome 4, à savoir si Sai et Hikaru ne seraient-ils pas la même personne. Alors quand il voit le pseudo de Sai ainsi que le nom de son père jouer une partie ensemble, il ne perd pas une miette de cette rencontre. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tant la partie en elle-même qui rend fou le lecteur, même si celle-ci était une des parties les plus attendues du manga, mais c'est bien l'effervescence que cela provoque auprès de la communauté professionnelle du Go au Japon et à l'international, qui va nous donner des frissons. Pour les spectateurs à travers le monde, il n'est pas question de louper cet événement. Ce manga est un bijou de narration. Bon, il est temps de donner la parole à un autre de mes invités. J'ai eu le plaisir d'avoir participé à un de ces podcasts, un podcast du grenier, avec pour thème le manga Baki the Grappler. On peut le dire, il a été mon premier. En me faisant découvrir les joies du podcast, je ne pouvais pas ne pas être son premier à lui faire découvrir les joies de la vidéo sur YouTube. Salut tout le monde, je suis Seb du podcast Y a-t-il un pilote dans le manga? Exercice inhabituel pour moi de vous parler face caméra. Je suis plutôt un habitué du podcast, mais bon, le Manga Badass m'a gentiment proposé de participer à sa série de vidéos sur la mise en avant d'un tome qui nous a marqué. Et donc, voilà, j'ai dit, allez, on essaye, c'est l'occasion ou jamais de faire un peu de vidéo. Profitez-en, ça ne sera pas souvent, je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai choisi de vous parler d'un tome issu de la série TOF de Tetsuya Saruwatari, édité aux éditions Delcourt Tonkam en 49 volumes. Vous pouvez aussi retrouver sa suite Free Fight ou New TOF en VO, qui elle est disponible en 39 volumes. Alors, je parle de disponibilité, c'est un petit peu compliqué puisque c'est une série qui est en arrêt de commercialisation, donc très compliqué de trouver l'intégralité de la série à part Vendre un rein. Et sa suite, elle est partiellement disponible chez Delcourt Tonkam, donc on croise les doigts à l'instar d'un Baki que cette série soit rééditée et peut-être avec du luxe en perfecte édition pour pouvoir reprofiter du trait de Saruwatari qui est quand même bien cool. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler en particulier du tome 38 de TOF, ou dans son titre français dur à cuire, comme vous pouvez le voir, et qui s'intitule La fin du TDK. Alors le TDK, qu'est-ce que c'est? C'est le Tournament Dedicated to Kiba. Iron Kiba était donc le catcheur qu'on avait vu dans la première partie du manga, dans à peu près les 20 premiers tomes, avec qui Kibo a croisé le fer et s'est battu, se soldant par la victoire de Kibo sur le terrible Iron Kiba. Et suite à cette défaite, Kiba, qui a un peu perdu la face, va décider de se refaire une santé et de faire un énorme combat pour revenir sur le devant de la scène, sur lequel il va beaucoup s'entraîner. Et malheureusement, sur ce combat-là, il va y laisser la vie. Il va perdre contre le terrible Garcia, machine à tuer, aucun sentiment, voilà, il n'y a aucune émotion qui transpire de ce personnage, une vraie brute à l'état pur et un génie des arts martiaux. Et donc forcément, suite à son décès, tout le staff de Iron Kiba va décider de léguer, alors je ne sais plus si c'est une partie de sa fortune ou toute sa fortune, ils vont décider en fait de le mettre en cash prize dans ce tournoi. Et le tome 38, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, on est en finale, et forcément, on retrouve
qui affronte le terrible Garcia, donc le tueur de Iron Kiba. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tome-là, c'est que c'est un tome qui est à la croisée des chemins. Puisque, petite particularité, c'est que Kibo va perdre ce match. C'est un combat haletant. Et il va finir par perdre sur un punch dévastateur qui va le laisser KO sur le tapis. Mais son adversaire ne va pas en ressortir indemne. Puisque durant le combat, il va lui imprégner la marque maudite du Nanda Shinkigaryu. Désolé, encore une fois, je bafouille. J'ai dit que je ne le redirais pas, mais voilà, j'ai bafouillé. Je vous me défie quand même d'essayer de le dire sans fourcher. Et cette marque-là va avoir un effet de compte à rebours sur Garcia, puisque même si ce dernier a gagné le cash prize et a gagné le combat contre Kibo, il va finir par mourir. Et c'est un manga qui résonne énormément, puisque c'est la première fois que Kibo va tuer son adversaire. Donc il ne va pas en ressortir indemne, c'est un combat qui va terriblement le marquer et qui va continuer à le hanter dans les tomes suivants. Et aussi, c'est un manga qui va commencer, c'est un tome, pardon, qui va commencer à amorcer toutes les origines de leur art martial ancestral en explorant la jeunesse du père de Kichi Miyazawa, qui est donc Seiko Miyazawa, et de son frère jumeau, le terrible et maléfique Kiryu Miyazawa. Puisqu'on va voir dans ce tome-là justement que c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui a manipulé le pauvre Garcia, puisque ce n'était qu'un pantin aux mains du terrible Kiryu. Et voilà, et c'est là où la série prend un virage scénaristique vraiment très cool, puisque autant dans le début de la série, on avait un enchaînement de combattants, de styles différents, qui permettaient en fait à notre personnage et à notre héros de devenir de plus en plus fort au fil des tomes, alors que là, on est dans la continuité de cet arc justement des Miyazawa, qui nous permet d'en apprendre un peu plus et de comprendre vraiment quel est ce fardeau qui est justement de devenir le futur héritier. Et je trouve qu'en plus, ce qui est vraiment super, c'est que Saru Watari, il commence à approcher vraiment de la forme ultime de son dessin, puisqu'il dessine de mieux en mieux. Il peut y avoir des problèmes de proportion dans les premiers tomes. Là, dans cet arc-là, c'est juste sublime. Les techniques sont d'une précision, on ressent l'impact des coups quand ils sont donnés, et franchement, c'est un pur kiff de lecture. Et c'est un tome, en tout cas, que j'apprécie toujours autant relire, parce que il a à la fois cette tension de fin de combat, et ce teasing de justement de ce qui nous attend par la suite, parce qu'on dit non, c'est pas terminé, il y a encore du très très lourd derrière. Et oui, il y aura du très très lourd, puisqu'il y a un dernier énorme combat qui nous occupera sur les derniers tomes de la série, dans lequel on n'en ressortira pas indemne. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller, de la manière que vous pouvez en tout cas, de découvrir ou de redécouvrir TOF. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le choix du tome 38 de TOF, dur à cuire, de Tetsuya Saruwatari. C'est un plaisir en tout cas, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, j'espère que j'ai pas eu trop de mimiques, mais en tout cas voilà, j'ai exercice un peu inhabituel pour moi de parler face caméra. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt, et encore une fois, merci Manga Badass pour l'invitation. Ciao tout le monde. Je rejoins totalement Seb en ce qui concerne le choix de ce tome, car il marque un tournant, enfin surtout celui-ci en fait, voilà, car il marque un tournant dans le récit de TOF, aussi bien que dans la vie de Kibo et de son approche de l'art de vie et de mort des arcanes du Nanda Shinkageryu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce combat en particulier a été regroupé sous ce format-là. Donc là, vous voyez 3 tomes regroupés dans un format comme ci. Merci à toi Seb, tu t'en es très bien sorti, même honorablement. Quelque chose me dit que tu as de l'avenir dans l'audiovisuel. Voilà. Dans cette vidéo, le spoil est toléré, parfois même nécessaire, afin de donner la pleine mesure du pourquoi et du comment ce tome est si particulier pour nous. Après, hors contexte, vous aurez le temps d'oublier tout ça, puis c'est pas comme si la série était encore dispo dans le commerce. Bon, on croise quand même les doigts pour une réédition, sachant que comme par magie, paraît-il que Delcourt Tonkam aurait retrouvé les droits de la licence. Je vais donner la parole à Monsieur Mangas, qui s'est attardé sur un tome d'une licence où le mangaka use et abuse de double pages d'une qualité assez exceptionnelle, où il distille aussi de nombreuses métaphores tout au long de son récit, afin de rendre plus poétiques les atrocités mises en scène dans son manga. De ce fait, je trouve cela très intéressant, le choix de Monsieur Mangas pour ce tome en particulier.
Pour moi, un tome légendaire, un tome qui sort du lot, c'est un tome d'une série que j'aime énormément. Il s'agit du tome 5 de Innocent. Alors, Innocent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série en 9 tomes, 21 si on compte sa suite en 12 tomes Innocent Rouge, et on va suivre l'histoire de Charles-Henri Sanson, qui est donc l'héritier d'une famille de bourreaux royaux, qui a opéré de la fin du règne de Louis XV à tout le règne de Louis XVI, et même le régime de la terreur de Robespierre. Et donc, dans ce tome 5, on va suivre le personnage de Marie-Joseph Sanson, la petite sœur de Charles-Henri, qui elle aussi rêve de devenir bourreau. Sauf que c'est une femme, elle peut pas prétendre à ce genre de métier, et donc son frère essaie de convaincre un ami de son père, la pistonner. Il dit oui, mais il demande à ce qu'elle vienne le voir, pour faire des choses pas forcément très légales. Et alors, je trouve tout ce passage-là du début du tome incroyable en termes de dessin, parce que quand Marie-Joseph va rencontrer son futur agresseur, puisqu'il va y avoir un viol, en fait, le personnage est représenté sous la forme d'un serpent qui sort d'un buisson. Donc il y a vraiment ce côté, le danger, le prédateur qui est tapis dans l'ombre, et quand il sort, on voit une ombre et on voit le serpent se dresser, et la forme du serpent, on fait penser à un appareil génital en érection. Je trouve ça vraiment déjà très bien pour nous montrer que le personnage a des désirs qui sont pas forcément très gentils. Et ensuite, quand il va y avoir le viol de Marie-Joseph, Marie-Joseph est montrée sous la forme d'une poupée. Complètement désincarnée. Alors, soit elle est désincarnée, elle s'exprime dans son corps pour dire je ne veux pas subir ça, je me protège mentalement. Soit c'est pour nous dire c'est une petite poupée, un jouet dans les mains du maréchal Griffin qui va jouer avec elle. Et donc après, il va y avoir l'acte qui n'est pas montré. Tout ce qu'on nous montre, c'est la poupée qui se fissure au niveau de l'entrejambe pour nous montrer qu'elle a subi ce qu'elle a subi. Et je trouve ce passage à la fois glaçant et incroyable parce que on nous explique tout ce qui se passe, on comprend tout ce qui se passe, mais à aucun moment on voit une scène de sexe. Et je trouve ça incroyable. Ensuite, il y a une exécution, parce que famille de bourreaux, et c'est très bien parce que Marie-Joseph va exécuter son agresseur. Donc il y a une grosse vengeance, et ça c'est vraiment galvanisant de voir Marie-Joseph enfin prendre sa vengeance sur l'homme qui l'a violée des années plus tôt. Rappel, elle avait 10 ans, et lui avait l'âge de son père. Voilà, c'est juste pour vous remettre les points sur les i. Et en plus de ça, on a un parallèle qui est fait avec Marie-Antoinette, qui va être la future reine de France, qui va être une amie de Marie-Joseph. Donc il y a tout ce côté historique, qui continue ensuite parce que Charles-Henri va faire la connaissance, va recroiser Jeanne Bécu, qui sera plus tard du Barry, la comtesse du Barry, donc la favorite, la maîtresse de Louis XV. Donc il y a vraiment tout ce côté historique, l'exécution, le dessin que j'aime énormément. Il y a tout ça dans ce tome-là. Il y a tout ce que j'aime dans Innocent dans ce tome-là. Donc vraiment, le tome 5 de Innocent, je vous le recommande, c'est vraiment une tuerie. Très bon choix et très bonne approche de l'œuvre de Shinichi Sakamoto. Si la prochaine fois tu as envie de faire parler les pages métaphoriques distillées dans le dernier tome du manga Innocent Rouge, n'hésite pas, parce que pour le coup là le manga m'a perdu, mais alors totalement perdu. Concernant l'invité suivant, cela fait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo commune avec lui. Bon, après, il achète la Deluxe de Nagatalo. Bon, je l'aime bien quand même, voilà. Tant qu'on voit pas qu'il a la trick sous son calbut. Voilà. Bon, à l'image d'Ano Itaka, je crains toujours de voir une de ses boules dépasser de son calbut. Mais c'est aussi ce qui fait tout son charme. Le grand chef badass demande, eh bien, c'est tout simple. Le Zoulouf rapplique. Il est question aujourd'hui d'un tome légendaire qui amène sa série à l'apogée, à l'apothéose de sa grandeur. Le choix fut cornélien, les amis. Mais j'ai quand même pu m'apaiser d'une solution qui a su me satisfaire. Et Dieu sait que maintenant, elle me paraît évidente. J'ai donc décidé, d'un commun accord avec moi-même, de porter mon choix sur ma série préférée, ma série de cœur, à savoir Le Samouraï Bambou, et son exceptionnel tome 6. Un tome qui va narrer un moment clé du récit. Bon, c'est certes pas le plus graphiquement impressionnant de la série, surtout comparé aux autres tomes, notamment le dernier. Mais bon, c'est personnellement mon tome préféré, donc fuck un peu. Bon, assez blablaté, Kizakook, le Samouraï Bambou. Bon, on a une série du grand Taiyo Matsumoto, qui est lui-même mon mangaka préféré. Et comme vous le savez, il a une place particulière dans mon petit nez. Et je peux dire que j'ai la chance de posséder nombreux de ses ouvrages, dont pas mal d'artbooks, ainsi que la quasi-totalité de son catalogue qui est paru en France. Chez nous,
Samouraï Bambou, c'est édité en 8 volumes dans la collection Made in de chez Kana. Et si vous arrivez à passer la douille de 15,50 par tome, bravo mes petits gars, hein. Vous avez accès à une véritable pépitas. Dans cette œuvre, on va suivre Soichiro. C'est un ronin au passé ombragé, qui est un véritable virtuose dans l'art du sabre, et qui a décidé de se débarrasser de son précieux sabre pour ne plus avoir à faire ressurgir la bête enragée qui est en lui lorsqu'il combat. Et à partir de maintenant, à la place, à sa ceinture, il va porter un sabre de bambou. Et il va passer ses journées à glander et à s'amuser avec les gosses des bas quartiers de Tokyo, au grand désarroi des habitants qui voient quand même assez de mauvais œil l'arrivée de ce drôle de personnage dans le quartier. Bon, pour combien de temps il va pouvoir cacher qui il était vraiment, surtout quand il y a des samouraïs qui sont à sa recherche et qui sont passé tumultueux, va doucement refaire surface au cours du récit. On verra. Bon, si vous connaissez Taiyo Matsumoto, vous savez qu'il aime raconter des histoires avec une très forte rivalité entre les personnages, qu'ils soient principaux ou non, on s'en fout. Prenez Ping Pong par exemple, c'est vraiment le cas typique. C'est un thème qui est très cher à Matsumoto, et ici on va avoir droit à cette rivalité, notamment via le deuxième homme fort de ce titre. Je veux bien sûr parler de Kikuchi. Lui aussi c'est un ronin, mais c'est surtout un dangereux tueur à gages. Bon, si le père Soichiro c'est une bête au combat, lui c'est un véritable démon. Et Matsumoto il adore nous le faire comprendre, notamment dans la façon dont il est représenté au cours de l'œuvre. Il y a vraiment des passages où il est terrifiant, on dirait vraiment qu'il est possédé. C'est de toute beauté. Kikuchi, à un moment dans le récit, il va être arrêté et condamné pour ses nombreux crimes, mais il va arriver à s'échapper. Il est désormais libre et hors de contrôle. Il va semer la mort parmi ceux qui le poursuivent, et c'est là qu'on va arriver à notre fameux tome 6. On va suivre au début de ce tome le personnage le plus moche et absurdément représenté de toute l'histoire du manga game. Un divin mélange entre le cheval de Doc Q et de Apu de One Piece, mais dessiné sous coke. Il s'agit du personnage de Mikoshi. Lui, il est issu d'une grande famille, et il a toujours été moqué et renié par celle-ci. Il a le gros seum. Et on ne sait pas si c'est par folie, désespoir ou courage, mais il va se mettre en tête de tuer le redoutable Kikuchi au combat. Singulier, 1v1, octogone. Ça pourrait lui apporter la gloire ou la reconnaissance qu'il a toujours cherché, même si on a l'impression qu'il semble vouloir se persuader qu'il peut gagner. Il paraît quand même relativement serein vis-à-vis de son destin, et ça franchement, ça force le respect. C'est vraiment un personnage qu'on a appris à apprécier au cours des tomes, et c'est quand même un des rares amis de Soichiro. Bon allez, je vais pas vous mentir, le pauvre Gonze, il va se faire dézinguer. Mais finalement, c'était pas ce qu'il cherchait au fond. En tout cas, à la fin, il avait l'air apaisé. Il est parti avec le sourire aux lèvres. Quelle classe. J'en pleure putain. C'est beau. À la suite de ce malheureux événement, on va suivre Genji, le servant de feu le Bromikoshi, qui va retrouver Soichiro et lui remettre, de la part de son défunt maître, son sabre, qui s'était juré pourtant de ne jamais dégainer de nouveau. Mais la menace Kikuchi n'a que trop duré. Et Soichiro ne peut plus rester simple spectateur de la situation. Et le sacrifice de Mikoshi, il ne doit pas être fait en vain. Désormais, Soichiro, il est déterminé. Et il sait ce qu'il lui reste à faire. Il doit oxyre Kikuchi de sa propre lame. Et renouer de nouveau avec la mort. Une vieille amie, qui a droit quand même à son lot d'apparitions dans l'œuvre. Ce que j'adore avec ce tome, c'est la rupture qu'on a entre le comportement et la représentation de Soichiro, notamment comparé au début de l'œuvre, quand on regarde dans les premiers tomes, où il paraît tout doux, inoffensif, bien qu'il y ait quand même un air mystérieux. Et maintenant on le voit, sabre à la ceinture, totalement menaçant et intimidant, avec une tête qui fait penser un peu à un renard en chasse. Et dire que ce changement drastique est dû notamment au personnage de Mikoshi, c'est ça qui est dingue.
il a une apparence, une personnalité totalement décalée par rapport au reste de l'œuvre. Il va quand même se retrouver être un élément clé dans l'évolution du personnage principal, à savoir Soichiro. Je trouve que ça a vraiment été géré d'une main de maître. Cette transition a été parfaite. Bon, je vais rester soft sur les spoils pour éviter de vous divulgacher ce pur bonbon. Mais je vous assure que la série, elle vaut clairement le coup. Et vous en faites pas. La conclusion aussi, elle en fait pas lire plus d'un. Je pense qu'il y en a certains qui doivent prendre des notes. Pour les âmes sensibles, il faut passer l'électrochoc du dessin sur certaines pages au début, et même au cours de l'œuvre. Et le plus gros électrochoc à passer, c'est le passage en caisse. Quand vous voyez 8 x 15,50, ça fait mal. Mais bon, à part ça, ça passe crème. Bon, j'espère que je vous ai donné un tant soit peu envie de lire l'œuvre, qui vaut quand même vraiment le coup, comme toutes les autres du grand Matsumoto de toute façon. Et j'espère qu'on va bientôt se croiser, à Japan peut-être, pour que Badass et de nombreux autres puissent me signer ceci. Tchuss. Il est toujours bon de parler d'un manga de Taiyo Matsumoto. Rien que pour ça, tu assures, parce que c'est pas évident. Puis le choix de ce tome 6 du Samouraï Bambou fait l'unanimité. Il me semble que le prochain invité à intervenir aurait tout aussi bien pu choisir ce tome 6, tant il l'a aimé. De toute façon, vous l'avez compris, Zoulouf s'est assez éternisé dessus. Allez vous procurer cette série malgré son prix à 15€ pièce, pour la simple et bonne raison qu'elle en vaut le coup. Voilà. On enchaîne avec Loïc, un youtubeur, podcasteur, touche à tout que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la chaîne Le Monde de Taïda et sur son podcast de case en case. Rien que pour ça, il aurait mérité de choisir 2 tomes à présenter, mais la licence qu'il a choisie mérite toute votre attention. Pour la sélection de mon tome légendaire, j'ai beaucoup hésité avec Samouraï Bambou, qui est un énorme coup de cœur récent, Kingdom, mais je me suis douté que quelqu'un allait sûrement prendre déjà Kingdom pour cette série, et je me suis dit quelle série aurait un intérêt à être mise en avant encore avec un tome que moi j'ai trouvé légendaire. Et j'ai regardé dans les tomes que moi je trouve absolument incroyables, il y en a 5-6 que j'ai dans mes tomes légendaires, et en fait c'était une évidence que c'est ce tome 25 de Space Brothers, écrit par Shuya Koyama. Space Brothers, c'est toujours l'histoire de Ibito et Muta Namba, qui sont 2 frères, l'un étant astronaute, l'autre étant mécanicien, et qui veut devenir astronaute aussi pour rejoindre son frère dans l'espace, donc c'est lui qui veut devenir astronaute. Absolument, toutes les covers, c'est marrant parce que à chaque fois ils sont tous les deux d'astronautes, et c'est mis en valeur, et c'est une cover qui est extrêmement jolie, je trouve, au niveau des couleurs, etc. C'est super, mais c'est surtout un tome qui présente un énorme tournant dans l'histoire. Je vous dis pas pourquoi, parce que vous allez le lire. De toute façon, Space Brothers, c'est très simple. C'est une série, tous ceux qui l'ont la gardent et ne la vendent pas, et c'est dans un top 3, dans un top 2, et c'est comme ça pour tous ceux qui l'ont. Donc à un moment donné, faut se poser les bonnes questions, quoi. Bref, ce tome met en avant tous les personnages qui sont très nombreux dans cette série, une série qui se concentre quasi exclusivement sur les relations entre les personnages et sur l'évolution de ceux-ci dans la société, sous couvert évidemment d'astronomie, etc. On est sur un dessin qui est, voilà, il y en a qui vont apprécier, d'autres qui vont un peu moins apprécier. Voilà, je vous mets encore quelques petites planches. Malgré tout, on a, comme je l'ai dit, un tournant dans l'histoire qui est absolument exceptionnel. On a des planches magnifiques, et surtout c'est un tome à l'émotion très très forte. C'est très rare que ça m'arrive, mais c'est un des rares mangas sur lequel j'ai versé une larme. Et ce tome-là en fait partie. Je ne vous dis pas si c'était une larme de joie, de tristesse ou autre, à vous de lire et de découvrir. Mais en tout cas, voilà, si vous recherchez de l'émotion, si vous recherchez... c'est pas un twist, mais c'est vraiment un tome qui est très très fort émotionnellement parlant, qui met donc 20... bon, pour le coup, il met un peu moins, on va dire qu'il met à peu près 20 tomes à se construire. Alors le moment où c'est un moment un peu critique, le moment où ça arrive, on s'y attend pas, et pour le coup ça nous prend au cœur, ça nous prend aux tripes, et c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, c'était pour mon manga légendaire à moi. Donc lisez Space Brothers, parce que dans tous les cas c'est exceptionnel. Le seul gars que je connais qui n'a pas accroché au manga Space Bro,
au bout de 3 tomes, c'est parce qu'il préfère ce pays de la coke et des putes. Je ne vous raconte pas l'énergumène, il se reconnaîtra. Bon allez, avant d'enchaîner avec un autre de vos youtubeurs manga préférés, j'ai envie de participer à la fête en vous présentant le tome 11 de Blue Giant Supreme. Blue Giant est le manga de musique sachant mettre en valeur le jazz, et pas que. Autant l'événement marquant du tome 10 et du dernier tome de Blue Giant, je l'ai trouvé cousu de fil blanc, ce qui a un peu atténué les émotions qu'aurait dû me procurer le final, autant auparavant, il y a plus d'un tome qui m'ont ému, car cette série c'est juste de l'or en barre, et je ne compte plus les fois où j'ai dû ravaler un petit sanglot, mais un sanglot de plaisir, avec les larmes aux yeux. Autant ce tome 11 de Blue Giant Supreme nous offre un final en apothéose, où chacun des tomes de cette seconde saison s'accorde afin de résonner. Dans ce dernier tome, il est magistral, il y a tout ce qui se fait de mieux dans un manga de sport, dans ce manga de musique. Pour moi, quelqu'un qui n'aime pas Blue Giant, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Car ce manga, c'est la bienveillance, c'est de l'amour en boîte, en veux-tu, en voilà. Et ce tome 11, c'est de la passion, une émotion qui va crescendo, ce sont des palpitations, c'est un coup de foudre à répétition. Voilà. Allez, je passe la main, c'est au tour de celui qui a annoncé devenir le plus grand youtubeur manga après le chef otaku. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est sur la bonne voie. Allez hop, direction le Québec pour retrouver un viewer. Mais c'est quoi ce colis? J'avais rien commandé. Ça vient de France? Bon, tant pis, j'ouvrirai ça plus tard. Bon alors, comme manga qui sort du lot, franchement j'en avais plusieurs en tête. Mais je dois dire qu'il y en a un qui m'est venu à l'esprit, alors peut-être parce qu'il est assez récent et que du coup j'y ai pensé assez vite. Mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Awashi, ce fameux tome 6. Et là, tous les lecteurs de Awashi comprennent. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé dans ce tome 6, et ils savent tout ce que ça a remis en cause. Alors attention, évidemment, je vais spoiler, même si le spoil pourrait définitivement t'intéresser à commencer le manga, donc voilà, n'hésite pas à écouter quand même. Mais voilà, à la fin de ce tome-là, on a un gros cliffhanger. Pour mettre tout en cause, Awashi, si tu sais pas de quoi ça parle, c'est un manga de foot, avec Ashito, qui a été sélectionné par un sorte de sélectionneur qui est très très fort, qu'il avait repéré dans les campagnes. Lui, Ashito, il jouait vraiment dans sa petite commune, tranquillou, il était très fort par rapport aux autres, donc il se démarquait, parce que oui, il peut mettre des buts facilement, mais surtout, il a une capacité à se rappeler et à visualiser l'ensemble du terrain qui est incroyable. Et Ashito, lui, c'est un attaquant. Sauf qu'il va commencer sa formation à l'Esperion, donc l'un des plus grands clubs du Japon. Et en fait, déjà, on va découvrir qu'il est à la ramasse par rapport aux autres. Enfin, techniquement, il est à la ramasse, il sait même pas faire une touche de balle. Enfin bref, il a beaucoup de lacunes à rattraper. Et en attaquant, il est fort, mais c'est pas non plus la folie. Et là, il se passe quelque chose à la fin de ce tome-là. Déjà, il y a une sorte de forte tension parce qu'on sait qu'il va devoir rencontrer son sélectionneur dans une salle. Voilà, on sait que du coup, il va y avoir une annonce. Est-ce qu'il va être expulsé des Esperions? Est-ce qu'il va être au contraire promu? Bref, on s'attend à beaucoup de choses, mais ce que va lui dire le professeur, ça, on s'y attendait pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais pas du tout. Et c'est brillamment fait avec une planche que je trouve incroyable et qui est pour moi, selon mythique à la série. Il lui dit tout simplement qu'il va passer défenseur. Alors comme ça te paraît peut-être anodin. Ok, il passe défenseur et tout ça. Mais je trouve que pour un shonen, c'est une énorme prise de risque. On est habitué dans les shonen de sport à ce que le protagoniste ait un rôle important dans l'équipe. Alors je dis pas que les défenseurs sont pas importants, mais qu'il ait un rôle vraiment qui te transcende. Olivier Tom, il est pas défenseur. El Chill 21, voilà, c'est pas le mec qui bloque, il a vraiment le rôle star. Dans les mangas de basket aussi, les héros, ils ont quand même des rôles importants. Et là, le fait que c'est un manga de football, et en fait, on va pas suivre un attaquant, on va suivre un défenseur. Alors là, tu vas me dire, dans Inazuma Eleven, il y a le protagoniste, c'est un gardien, mais tu sais, encore gardien, je trouve qu'il y a un rôle fort et tout ça. Mais un défenseur, donc déjà, je trouve ça techniquement, c'est une grosse prise de risque. Et surtout, c'est qu'on le verra par la suite, ça a énormément de sens et au contraire, on s'aperçoit que Ashito est à sa bonne place. Bref, moi c'est un tome qui m'a marqué parce que voilà, il y avait une énorme tension et surtout à la fin de ce tome-là, j'étais comme un fou, je voulais lire la suite absolument, je voulais savoir qu'est-ce que Ashito allait devenir. Voilà. Ouais, et puis si je peux me permettre, dès le tome 3, on se dit que ce manga de foot va se démarquer des autres avec ce côté tranche de vie. Il arrive à nous procurer des émotions pleines de pudeur qui sont touchantes entre Ashito et sa famille. Puis lorsqu'après chaque tome de Awashi, tu as le droit à un cliffhanger, mais un putain de cliffhanger, tu sais que sa narration, c'est pas de la gnognotte, le récit est maîtrisé de bout en bout,
Puis c'est un manga de foot sur le foot qui pue le foot, voilà. Et j'avoue que ce tome 6, il m'a traumatisé sur l'instant. Voilà. Pour sûr, Didier Deschamps lit ce manga, demandez à Kamavinga. On enchaîne avec le youtubeur Manga Critique qui n'a lu que le tome 1 de Dan Dadan alors qu'il avait aussi le tome 2 en main. Mais bon, il est supporter lyonnais donc tout lui est pardonné. Salut les amis et merci à toi Manga Badass de m'avoir invité pour cette vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler des tomes qui nous ont marqués. Alors je t'avoue que ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais pas beaucoup d'exemples de tomes qui m'avaient marqué dans ma vie finalement. À part les grands classiques bien sûr comme Berserk, voilà. Et je pense que tout le monde va en parler. Donc pour cette vidéo je me suis tourné vers une série que je trouve trop sous-coté, sincèrement, je trouve que personne n'en parle, certainement à cause de son anime qui malheureusement a massacré la fin. Je veux parler de Red Ice Sword et je vais vous parler de ce tome 3. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est Red Ice Sword pour moi, surtout pour les gens qui n'ont jamais lu Red Ice Sword, comme ça les spoil pas. Donc Red Ice Sword est un shonen assez sombre, où on va suivre Tatsumi qui est un petit campagnard qui veut aller vers la ville seul à l'aventure pour rejoindre l'armée du gouvernement et battre les méchants. Je sais, dit comme ça paraît ultra classique et c'est exactement ce que l'auteur veut vous faire croire au début du manga. Puisque Red Ice Sword est un shonen donc, qui a pour cible des adolescents mais qui a une histoire finalement très sombre, très dark, où il ne faut pas se fier aux apparences. Ça c'est clair, c'est la base de ce shonen où le manichéisme n'a absolument pas sa place. Vous allez vous attacher à tout le monde, aux méchants, aux gentils, à tout ce qui fait ce monde. Vous allez adorer détester certains méchants et à un moment donné il faudra dire au revoir à certains ou pas, et c'est ce qui fait la force de ce shonen qui est vraiment un très très bon shonen que je vous conseille à tous. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, j'espère vous avoir donné envie de façon concise de vous lancer dans Red Ice Sword. Franchement lancez-vous dans Red Ice Sword les amis. Et maintenant pour ceux qui s'en fichent d'être spoilés ou qui ont déjà lu Red Ice Sword, et ben on va parler de ce tome 3, pourquoi c'est le tome qui m'a marqué et pourquoi je me rappelle exactement ce que j'étais en train de faire quand j'ai lu ce tome 3. Car un tome qui te marque, c'est un tome où tu te rappelles ce que tu étais en train de faire. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. Perso, j'étais en train de pester sur mes voisins parce que j'habitais dans un immeuble avant et il y avait le bordel en haut et ils me cassaient les couilles et pourtant ça m'a pas empêché d'adorer ce manga. Donc dans ce tome, on va suivre Tatsumi qui va être avec Bulat face à des ennemis du gouvernement. Tatsumi a commencé à s'habituer au Night Raid. Ceux qui pensaient être les méchants au début, bon pour ceux qui ont lu le premier tome, hein, ceux qui pensaient être les méchants au début qui au final sont les gentils, mais bon, on va voir que tout le monde pensait être gentil au fond là-dedans, à part quelques personnes, bref, SDS qui elle sait très bien qu'elle est méchante, et c'est ce qui rend tout ce personnage excellent. Donc Tatsumi se retrouve avec Bulat sur un navire et va devoir affronter des méchants du gouvernement. C'est qu'on dit comme ça, il va y avoir un combat absolument dantesque entre Bulat, ce personnage ultra badass et tellement bien écrit que... Enfin, je sais même pas s'il est bien écrit, mais en tout cas c'était tout simplement mon personnage préféré du début de Red Ice Sword, je m'étais énormément accroché à lui, et il va mourir. Et ça a été le moment pour moi où j'ai compris ce qu'était Red Ice Sword, vraiment, ça a été le moment dans ce tome où je me suis dit, waouh, mais en fait tout le monde peut mourir. En fait l'auteur est un putain de sadique qui aime te faire aimer des personnages et les tuer. Et c'est là que j'ai compris que ce manga allait jouer avec moi. Et oui, c'est le cas tout le long, parce qu'on va même vous faire aimer les méchants. Il va prendre un malin plaisir à développer tous les méchants, à vous les faire aimer, parce qu'eux en plus sont persuadés de faire le bien. Et c'est ça qui est extrêmement dur dans Red Ice Sword. Et quand deux personnages s'affrontent, tu sais quasiment à coup sûr qu'il y en a un qui va mourir et tu ne veux pas qu'il meure. Et c'est ça le problème de ce manga. Et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui est exceptionnel. Et au final, donc, le tome 3 a été le tome où je me suis vraiment rendu compte de ça et où ça m'a mis une tarte dans la tronche, où Tatsumi, le personnage que l'on suit, qui finalement n'est pas notre héros, encore une particularité de ce manga qui est assez excellente, puisque ton héros est Akame ga Kill, mais ce n'est pas le personnage que tu suis. Ça aussi c'est absolument dingue, je trouve. Moi c'est la première fois que je lisais un manga comme ça. Et donc puisque le personnage que l'on suit, Tatsumi, va finalement, du coup quand Bulat va mourir, Bulat va abandonner son armure et il va hériter de cette armure. Et c'est à partir de là que Tatsumi du coup rentre dans le vif du sujet. Avec cette armure il va pouvoir affronter tous les autres ennemis. Et
Donc c'est vraiment le point d'entrée dans tout ce qui fera le sel de Red Ice Sword, bon, même si on était déjà bien dedans dans les 2 premiers tomes, et c'est pour ça que j'adore ce tome, c'est pour ça que je l'aime à mourir. Merde. Et c'est le tome qui m'a le plus marqué dans Red Ice Sword. Après, vous l'avez compris, Red Ice Sword c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Alors peut-être que je la surcote, parce que j'ai lu ça, j'avais 20 ans et que j'étais encore jeune et que Game of Thrones venait de sortir, et on va pas se mentir, c'est un shonen qui s'est beaucoup inspiré de Game of Thrones, etc. Bref, à l'époque, il y avait plein de séries qui venaient de sortir, Walking Dead, Game of Thrones, qui jouaient quand même vachement là-dessus. Tu t'accroches au personnage et tout le monde peut mourir à tout moment, et je pense que le scénariste, donc Takahiro, s'est clairement inspiré de ça, s'est dit il faut qu'on fasse ça en manga, et c'est là qu'il a sorti Akame ga Kill. Donc voilà les amis, j'espère que vous serez d'accord avec moi, parce que bon, il y a plein d'endroits, il y a plein de moments très marquants dans Red Ice Sword. Clairement c'était dur de mettre le point que sur un tome, j'ai réfléchi longuement. En fait la série, j'étais sûr tout de suite de quelle série je voulais, mais là ça a été compliqué. Bref, j'ai trop parlé Manga Badass, désolé, j'ai dû faire une vidéo beaucoup trop longue, j'espère que je ne serai pas le plus long. Désolé. Je dois vous avouer que je suis toujours passé à côté de cette licence. Et pourtant, elle a eu son heure de gloire à une période. Beaucoup de jeunes ne juraient que par cette licence, soit en animé, soit en manga. Dommage qu'elle ne soit pas dispo en numérique, ça m'aurait aidé à passer le cap. En tout cas, tu l'as bien vendu. En vrai, j'aime trop que les persos soient pas épargnés, qu'ils puissent mourir d'une page à l'autre. Mais je sais pas, étrangement, j'ai pas l'impression d'être la cible. C'est au tour de Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de collaborer dans un manga clash sur MMA de Hiroshi Endo. En vrai, je m'y suis trop incrusté. Les pauvres, ils ont pas osé dire non. C'est le couple référence du manga game avec qui leur vlog nous apporte cette petite touche lifestyle autour de leurs achats manga. Alors, chacun d'eux va parler d'un manga, mais comme le hasard fait bien les choses, tous deux vont parler de Ronin. Merci beaucoup pour cette invitation et on est ravis de pouvoir parler d'un tome qui nous a vraiment marqué. Et je vais commencer par le tome numéro 13 de Kenshin le Vagabond en Perfect Edition. Ce tome-là, ça fait des années que je relis Kenshin le Vagabond et à chaque fois que je passe ce moment, j'ai toujours les frissons. En fait, on arrive à la fin de l'arc de Kyoto. Kenshin le Vagabond, ça parle de Kenshin qu'on appelait avant Batozai Imura, qui était un assassin de légende. Il a œuvré pour que il y ait une restauration Meiji et qu'on mette fin à l'ancien type de gouvernement. Seulement, il avait tué énormément de monde et il avait décidé de ne plus jamais tuer personne. Il a même eu un sabre spécial, un sabre à lame inversée, et donc il commençait à errer dans le Japon et le but c'était de ne plus tuer personne. Et donc là, il y a un de ses anciens collègues qui est un haut fonctionnaire, un haut dignitaire du gouvernement, qui lui demande de revenir sur ce qui s'était promis, c'est-à-dire de à nouveau assassiner quelqu'un. Un grand danger pour le nouveau gouvernement en place, il s'agit de Makoto Shishio, qui lui agissait dans l'ombre avant aussi la restauration de l'ère Meiji et qui la menace le nouveau gouvernement qui est en place. Et donc on a besoin de Kenshin, le dernier espoir, pour assassiner cet homme. Sauf que Kenshin normalement ne devait plus assassiner personne et finalement pour finaliser l'œuvre de la restauration Meiji, il décide de partir pour Kyoto, d'affronter tout un tas d'ennemis, chacun plus puissant que les autres. Et notamment ce tome là débute avec la bataille contre un talent, Sojiro, avec toute une philosophie derrière. Mais surtout, moi, ce qui me donne les frissons, c'est la bataille finale. Parce que là, Kenshin a déployé toute sa puissance et il a même repris des nouvelles arcanes qu'il a dû apprendre chez son maître juste avant. Et alors là, vous avez du feu partout, des flammes, des coups de sabre, en veux-tu, en voilà. Et une fin tragique, une preuve d'amour comme on n'en a jamais vu. Bref, rien que d'en parler là, je vibre encore. Donc j'adore ce tome numéro 13 de Kenshin. D'ailleurs ça aurait pu s'arrêter là en réalité, on aurait pu arrêter Kenshin le Vagabond à la fin de cet arc de Kyoto. Bon, il y en a un autre, on aime, on n'aime pas, mais vraiment là c'est l'apogée de ce titre. Il a tout bon ce tome numéro 13. Ce n'est pas pour rien que Shishio fait partie des méchants les plus remarquables et des antagonistes les plus régulièrement cités. De par son écriture, qui est un peu le reflet de ce qu'aurait pu devenir Kenshin s'il était resté Batosai, puis de par son style de combat ayant la capacité pyrotechnique d'embraser son épée. De mon côté, j'ai une préférence pour la partie flashback. En même temps, j'ai été grave influencé par les OAV Tsuyokuhen, qui sont sortis avant que cette partie soit éditée en manga dans sa version française. Je parle de la partie où l'on découvre le background de Kenshin devenu Batosai. Grosse nostalgie pour les OST.
En tout cas, très bon choix de Céline, et j'avoue que je m'y attendais pas. Et moi, de mon côté, alors on reste dans un thème très samouraï, hein, On aime ça, avec hein. le tome 26 de Vagabond. En fait, le tome 26 de Vagabond, c'est l'exact inverse de tous les autres. Vagabond, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit l'histoire de Takezo, qui est un petit garçon, jeune homme, qui est passionné de sabre. Donc il décide après de suivre son pote dans un tour du Japon pour apprendre à manier le sabre et à défier tous les meilleurs sabreurs et prêteurs du pays. Sauf que il va faire sa route seul avec une certaine introspection. Il décide même de changer de nom et de s'appeler Miyamoto Musashi. Pourquoi le tome 26 c'est bien? Parce qu'en fait le tome 26 va repasser de Miyamoto Musashi à Takezo. En fait il va atteindre dans ce tome là et dans le 27, parce qu'en vrai c'est sur 2 tomes. Alors je triche un peu, mais Déjà, tout commence ici, tout commence ici. Dans ce tome là il va atteindre son but ultime. Et en même temps qu'il se bat dans une bataille qui est plus qu'épique, c'est vraiment une bataille incroyable où il est seul contre le monde en vrai. Hein. oui. Il est vraiment seul contre le monde. Ben, en même temps qu'il se bat, donc il jette vraiment toutes ses forces dans la bataille, etc. Avec vraiment une animation de combat, une chorégraphie de combat qui est incroyable. Ben, en même temps qu'il se bat, il se demande pourquoi il se bat. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il se bat? Pourquoi est-ce qu'il met fin à des vies? Et qu'est-ce qu'il va faire après? En fait, c'est le tournant du manga, quoi. D'accord. En fait, il repasse de Musashi à Takezo. On a l'impression qu'il retourne en enfance et qu'il essaie de rattraper un peu l'enfance qu'il n'a pas eue en se posant. Hein, tout l'inverse de ce qu'il a fait, en essayant de pourquoi pas avoir une famille. Enfin vraiment, Vagabond redébute cela. En fait, au début c'est de la bagarre, c'est du sabre, puis là on passe sur autre chose. C'est vraiment un twist total à l'histoire, et c'est un tome qui est marquant parce que justement il remet en cause tout ce qu'on savait du personnage. On a l'impression que c'est un nouveau personnage, que c'est plus le même, il a plus les mêmes enjeux, il a plus les mêmes buts, il a plus la même philosophie, et surtout il touche plus un sabre, quoi. À partir de ce tome là, tout recommence. Donc vraiment impressionnant ce tome. J'adore interpréter l'arrêt sur image que m'offre la fin de la vidéo, avec Céline qui est bouche fermée et qui est en train de se dire mais ça me donne pas trop envie ton truc, et Adrien qui regarde Céline et qui se dit j'ai dit quelque chose de mal. Voilà, j'adore. Bon, c'est vrai que le combat de Miyamoto Musashi entre 100 combattants va être un tournant dans le récit de Vagabond et dans la perception qu'il porte dorénavant sur le monde, d'autant plus qu'il va être lourdement blessé à la jambe lors de cette confrontation, ce qui va avoir des répercussions sur ses talents de bretteur. Dans une autre mesure, sa rencontre avec Kojiro va aussi influencer son rapport au maniement du katana, tout comme sa retraite en tant que fermier. Voilà. En tout cas, si tu adores cette partie-là de Vagabond, tu peux d'ores et déjà sauter sur Vinland Saga si tu ne l'as pas encore lu. Voilà. En vrai, j'en ai trop dit, ou pas assez. Je suis obligé de sauter sur l'occasion pour vous parler du manga de Vinland Saga. Si le tome 8 aura été un tournant dans la série, de par ses événements et les actions d'un des personnages les plus badass de ces dernières années en la personne de Askeladd, si ce tome 8 nous offre un plot twist digne d'un chapitre de Game of Thrones, il a une incidence directe quant à l'écriture du personnage principal qui est Thorfinn, jusque-là matrixé par le désir de vengeance envers l'assassin de son père. Si ce tome 8 a tout de mémorable, à mon goût, il vient d'être éclipsé par le dernier tome de la série, le tome 24. Il a su me toucher comme savent si bien le faire les récits que je considère exceptionnellement bien écrits. Dans ce tome, il n'est pas spécialement question de combat sanglant ou de plot twist, comme on l'entend, avec un retournement de situation ou une fin tragique. Non, le cliffhanger du tome 24 est chirurgical. Il est le dénouement d'un long chemin en quête du pardon, et rien que ce moment, ça vaut tous les bains de sang dont nous avait habitué Thorfinn lors des premiers volumes. Puis là, je vous parle de cette quête du pardon, mais la richesse de ce tome, c'est tellement plus que ça, qu'il ne s'arrête pas à cet événement. Le récit se déroule sur les terres du Vinland, où d'autres événements de la plus haute importance sont en jeu avec la population locale. D'ailleurs, il est toujours agréable de voir se révéler un personnage qui jusque-là n'avait pas spécialement brillé. Et on valide de fou son skill. Ouais, je suis en nage. Coup de chaleur. C'est au tour de Mangakam que je remercie encore infiniment pour avoir pris la peine lors de son voyage au Japon de me prendre les 3 derniers tomes qui me manquaient de la série Tofgeden. Merci. Perso, j'aime bien l'écouter parler, il est posé, il me donne envie d'intervenir dans ses vidéos. En attendant, il me fait le plaisir d'intervenir pour nous parler de son tome coup de cœur. Salut mon cher badass et salut à toutes et à tous.
Là, tu m'as demandé un tome légendaire pour moi, un tome que je retiens, qui m'a marqué. Et quand tu m'as demandé ça, j'ai tout de suite pensé à ce tome-là. C'est le tome 23 de My Hero Academia. En fait, pour vous expliquer le contexte, c'est que My Hero Academia, avant le tome 23, pour moi, c'était un bon shonen que je me plaisais à lire. Et à partir du tome 23, c'est devenu pour moi un shonen exceptionnel, l'un de mes shonen préférés, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce tome 23 est légendaire pour 3 raisons. La première raison, c'est dès le premier chapitre, en fait, c'est la suite du tome 22, où on nous présente l'étendue du pouvoir du All for One. All for One, depuis le début, ça nous est présenté comme le pouvoir de All Might, qui est transmis donc par All Might à Izuku, et qui est un pouvoir, si on le maîtrise, qui est l'un des pouvoirs les plus forts, voire le pouvoir le plus fort, l'altère le plus fort en tout cas, du manga. Mais le All for One ne se limite pas juste à de la puissance, et on le voit à partir de la fin du tome 22 et du début de ce tome 23, puisqu'on nous présente le All for One comme la face émergée de l'iceberg. En fait, il y a aussi une face immergée de l'iceberg qui rassemble en fait tous les anciens possesseurs du All for One, et aussi les pouvoirs qu'ils avaient à côté du All for One. Parce que Izuku est l'un des possesseurs qui n'avait pas d'altère, ayant récupéré le All for One. Il y en a eu d'autres aussi, mais dans les anciens possesseurs du All for One, il y en a qui avaient des pouvoirs. Et ces pouvoirs, en fait, on se rend compte que Izuku peut les utiliser à sa guise aussi. Mais ce n'est pas le point le plus important de ce tome 23. En fait, le tome 23, il va commencer au chapitre 213 et se terminer au chapitre 224. Et c'est à partir du chapitre 218 qu'on va comprendre qu'on va passer dans une autre dimension de ce manga. On nous présente le front de libération des facultés parahumaines, avec un personnage assez spécial qui s'appelle Destro, et qui va nous présenter en fait un premier aspect du côté dark que va prendre le manga. Et ça commence vraiment au tome 220, qui est nommé My Villain Academia, et en fait qui prend à contre-court ce qu'on pensait de ce manga au début. C'est-à-dire que My Hero Academia, ça peut être pensé comme un manga un petit peu bisounours par moment, un petit peu sage dans le côté shonen, qui respecte un petit peu les lignes, qui respecte le cadre du shonen neketsu classique. Et à partir de ce chapitre 220, l'auteur va dire à tous ses lecteurs et lectrices, non, My Hero Academia, c'est pas que ça. My Hero Academia, c'est un manga qui peut casser les codes et qui peut tout révolutionner. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 220, on ne va plus se concentrer sur les héros, mais on va se concentrer sur les anti-héros, sur les méchants. Et plus particulièrement sur un personnage en fait qui nous est présenté depuis le début de My Hero Academia, comme un personnage, certes l'un des antagonistes principaux, mais qui ne fait pas si peur que ça, en fait, qui n'est pas si fort que ça, dont le niveau n'est pas si éloigné du niveau de Izuku ou des autres héros du manga. Mais entre le chapitre 220, qui commence dans ce tome-ci, et le chapitre 240, qui se termine au tome 25, soit 2 tomes plus tard, on va découvrir que Tomura Shigaraki, donc ce méchant-là, a bien plus de potentiel qu'il ne l'a montré depuis le début du manga. On voit d'ailleurs avec cette couverture magnifique du tome 25 que Tomura Shigaraki prend totalement une autre dimension dans ce manga. Je vais pas vous en dire plus, si vous n'avez jamais lu My Hero Academia, je vous conseille de le lire, et je vous conseille surtout d'aller jusque là en fait, parce que à partir de ce tome 23, dans le tome 24 et dans le tome 25, on découvre une autre facette du manga, qui ne dure certes que 2 tomes, mais qui va totalement changer ce manga. Et en fait, à partir du tome 23, pour moi, je pense que c'est la meilleure partie, honnêtement, du manga. Et c'est à partir de là que ce manga a pris autant de popularité, a une aussi bonne cote, je pense, parmi tous ceux qui sont allés jusque-là, en tout cas. Et surtout se démarque des autres shonen neketsu. Donc c'est ce qui fait pour moi que, aujourd'hui, le tome 23 de My Hero Academia est un tome légendaire, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Si toi, Badass, tu as lu ce tome 23 et My Hero Academia dans son entièreté, ou si vous, qui regardez cette vidéo, avez aussi lu My Hero Academia et allez jusque là, je suis curieux de savoir vos avis aussi dans les commentaires de la vidéo de Badass, parce que ça m'intéresse. Alors, je rejoins l'avis général, l'arc des vilains, c'est un tournant dans la série, mais c'est marrant, j'entends souvent
qu'avant c'était trop gentil tout ça, mais en vrai il y a eu pas mal de moments bien dark, surtout avec les apparitions du One for All. Le seul truc qui me tapait un peu sur le système, c'était les traditionnels entre-deux arcs façon colonie de vacances qui désamorçaient de trop la tension que je trouvais omniprésente dans un recoin du récit. Allez, je me permets de conclure cette première partie avec une licence que j'adore tout particulièrement. Je vous présente le tome 29 de Moonlight Act. Tout comme les licences précédentes, Moonlight Act nous offre bon nombre de moments épiques tout au long de la série, plus marquants les uns que les autres. J'appréciais déjà Kazuhiro Fujita à travers sa collection Black Museum avec les titres Springald et Ghost and Lady, mais c'est avec Moonlight Act que j'ai pris la juste mesure de ce mangaka de génie. Bien évidemment, le style graphique c'est une chose, et le moins qu'on puisse dire c'est que ces dessins, en plus d'être atypiques, eh bien ils ont de la gueule, surtout pour des shonen. Mais c'est vraiment sur sa narration que Fujita m'impressionne. Lorsqu'on croit déceler des incohérences ou que l'on montre du doigt des événements, à prime abord OSEF, eh ben il en est rien. D'autant plus que les personnages jouent parfaitement leur rôle. Ce manga, au même titre que Karakuri Circus, mais dans un autre registre, mais dans un genre qui diffère un peu, pue la badassitude. Mais alors pourquoi je tiens en main ce tome 29 et dernier tome de la série? Bah parce que la fin est juste grandiose. Attention, j'entends ceux qui se plaignent d'un dernier combat à rallonge et tout. Le truc c'est que pour ma part, je le trouve suffisamment justifié. Car en soi, tout prend encore son sens et tout va se jouer dans la conclusion en ce qui concerne la relation qui se crée entre Gecko et son adversaire. Et croyez-moi que j'en ai lu des shonen avec une fin bien casse-gueule. Je peux aisément citer l'exemple récent de Demon Slayer qui a tenté quelque chose, mais qui hélas se révélera tellement bateau, tellement osef, que ça fait flop, voilà, avec une conclusion qui n'apporte rien. Alors que dans Moonlight Act, il n'y a plus de limite, même après le tome 29, si le lore vit encore et qu'on arrive encore à se projeter dans le récit, alors qu'il n'est plus imprimé noir sur blanc. C'est parce qu'il a su donner vie à ses personnages et que ces derniers se sont émancipés de nous en tant que lecteurs. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Kazuhiro Fujita a démoli le quatrième mur, il a donné vie et une utilité aux moindres figurants de son histoire. Il y a foreshadowing et foreshadowing. Et ben là, ça va bien plus loin que du foreshadowing. Bref, vous m'avez compris, ce tome 29 est une fin de tome comme on en fait trop peu. J'attends de voir la fin de Karakuri Circus, je n'imagine même pas une seconde qu'elle puisse me décevoir. Puis ainsi, je saurai enfin qui je préfère entre les personnages de Gecko et de Narumi. Sur ce, j'espère que cette première partie vous a plu. Il y a encore de nombreux invités qui sont prêts à vous parler de leur tome préféré. Je me suis également gardé 2-3 tomes sous le coude qui me tiennent à cœur et que je désire encore vous présenter. En attendant, n'hésitez pas à rendre vivante cette vidéo en y laissant vos commentaires. Je suis sûr que vous avez aussi des tomes qui ont pour vous tout d'un chef-d'œuvre, d'un tome légendaire. Sur ce, je vous dis à bientôt, en espérant vous proposer la seconde partie dès que tous les invités m'auront fait parvenir leur vidéo. Prenez soin de vous, ciao!